Salut tout le monde et bienvenue à cette huitième vidéo de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, on termine le chapitre 3 en parlant d'une dernière relation entre les classes qui est la relation d'héritage. Donc, vous allez voir, le principe de l'héritage, c'est que ça nous permet de faire une spécialisation des classes ou une généralisation, dépendamment de quel côté on voit ça, pour éviter de la répétition et permettre d'avoir des classes qui dérivent d'une autre classe. L'exemple qu'on avait vu au début du chapitre 3, quand on parlait de la ferme avec les animaux et on voyait toutes les relations, on avait la classe mammifère, de laquelle dérivaient le chien, le chat, la souris. Donc, le principe est là, c'est que la classe mammifère existe et contient des attributs et des méthodes qui sont communs à tous les mammifères. Et ensuite, les classes dérivées héritent de tout ce contenu-là, mais en plus ajoutent des choses qui leur sont propres, que par exemple le chat peut faire, mais pas la souris. Donc, on va regarder ça en détail dès maintenant. Donc, la motivation, vous l'avez là avec un autre exemple, l'étudiant et l'enseignant. Supposons qu'on a ces deux classes-là, l'étudiant et l'enseignant. On voit que les étudiants et les enseignants ont tous les deux des points en commun. Tous les deux ont un âge comme attribut. Tous les deux ont donc un get âge qui permet d'aller y accéder. Et tous les deux ont une méthode se déplacer qui leur permet de se déplacer. Par contre, ils ont des différences aussi. L'étudiant est le seul à avoir une note et donc un get note et une méthode étudiée. L'enseignant est le seul à avoir un salaire parce que l'étudiant ne peut pas avoir de salaire selon ce modèle-là. Sinon, ben, on suppose qu'il est plus qu'un étudiant. Il y a donc son get salaire et il y a la méthode enseignée. Donc, dans les deux cas, il y a des choses qui sont répétées et il y a des choses qui sont différentes. La façon de bien représenter, de bien modéliser ces classes-là serait plutôt la suivante. C'est de généraliser en créant une nouvelle classe personne, la classe personne qui définit ce qu'est une personne. Et toutes les personnes auront un âge, un get âge et la possibilité de se déplacer. Les classes étudiants et enseignants, à ce moment-là, dériveront de la personne et auront seulement ce qui les caractérise spécifiquement, soit la note est étudiée pour l'étudiant et le salaire est enseigné pour l'enseignant. Dans un diagramme UML, la notion d'héritage est représentée comme ça. On a la classe de base, qu'on appelle aussi parfois la classe parent ou la classe générale, qui est placée en haut. Et en dessous, on a les classes dérivées, qu'on appelle aussi parfois classe enfant ou classe spécialisée, qui sont reliées par une flèche blanche qui pointe vers le parent. Donc, de l'enfant vers le parent. Et ça représente donc l'étudiant dérive de personne ou l'étudiant hérite de personnes. On va aussi dire que l'héritage est une relation est-un ou est-une. Par exemple, ici, on peut dire l'étudiant est une personne. Si on est capable de dire ça de cette façon-là et que ça fonctionne, c'est que c'est bel et bien une relation d'héritage. L'étudiant est effectivement une personne spécifique qui il y a des fonctions d'un étudiant, mais c'est une personne. L'enseignant aussi est une personne, une autre sorte de personne qui peut faire des choses différentes, mais qui a aussi tous les points communs de la personne. Dans un exemple comme ici, l'ordinateur ne serait pas une personne, donc il ne pourrait pas dériver de ça. Il faut faire attention entre l'héritage et la composition. Parfois, le programmeur débutant a de la difficulté et a tendance à confondre les deux. Rappelez-vous d'une relation de composition qu'on avait. Par exemple, l'auto contenait un moteur. Il n'y a pas d'héritage là-dedans parce que l'auto n'est pas un moteur ou le moteur n'est pas une auto. Le moteur est juste un composant de l'auto. Donc, il n'y a pas d'héritage là-dedans. Il y a un héritage lorsque l'enfant est un exemple complet du parent et qui, en plus, rajoute des spécialisations. Donc, c'est comme ça que ça va se faire. Comment on va faire ça? En fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer comme généralité? C'est que ça nous permet de créer une classe à partir d'une autre classe. Donc, la nouvelle classe va bénéficier de tout le contenu de la classe parent, de laquelle elle dérive. Tous ces attributs, toutes ces méthodes vont lui être donnés par héritage, mais dans la classe spécialisée ou dérivée, on va définir des nouveaux membres pour modifier et spécialiser la classe de base. En C++, de quoi ça a l'air? Mais tant qu'à le regarder sur PowerPoint, on va aller voir directement dans Visual Studio. Donc, on a la classe personne qui est ici. Bien, cette classe-là, c'est la classe de base, donc elle n'a rien de spécial. C'est une classe bien normale comme toutes les autres, donc vous la faites comme vous êtes habitué de la faire. Il n'y a aucune notion ici que la personne est impliquée dans une relation d'héritage parce que c'est elle la classe de base. Donc, elle peut exister toute seule en soi. On peut créer des personnes.
même s'il n'y a pas d'enseignants ou d'étudiants qui existent. Donc, ce n'est pas elle qui est dépendante, c'est les classes enfants qui sont dépendantes de la classe parent. Donc, elle est faite comme d'habitude, il n'y a rien de particulier là. Lorsqu'on arrive dans l'étudiant, c'est là qu'il va y avoir une différence. La classe étudiant dérive de personne, elle est donc dépendante de personne, elle doit inclure personne.h comme pour toute classe dépendante d'une autre. Et regardez comment on écrit la dérivation, on l'écrit tout simplement comme ça. Lorsqu'on déclare la classe, on va rajouter au bout du nom de la classe 2 points et on va mettre public ces personnes. Donc ça pourrait être sur la même ligne ici ou on pourrait le mettre sur 2 lignes, c'est comme vous voulez. Ce qui est important, c'est de mettre le 2 points après le nom, de mettre le nom de la classe de base et de ne pas oublier d'écrire public parce qu'un héritage pourrait être privé, mais là, à ce moment-là, ça dépasse le cadre du cours. Ici, tous nos héritages vont toujours être publics. Si vous oubliez d'écrire public, il va être par défaut privé et donc ne sera pas fonctionnel quand vous allez vouloir l'utiliser. Donc, l'héritage privé, on y reviendra dans d'autres cours. Pour l'instant, on met tout ça public. Et là, l'étudiant, tout ce qu'il va y avoir à faire, c'est de déclarer tout ce qui est propre à l'étudiant. Donc, on n'a pas besoin de redéclarer l'âge et se déplacer puisque c'est déjà déclaré dans personne et qu'on le reçoit en héritage. Donc, on ne le mentionne pas ici. Ici, on rajoute ce qui est spécifique à l'étudiant. Donc, sa note, on a son constructeur, son destructeur, getNote et sa fonction étudier. Pour l'enseignant, c'est la même chose. Lui aussi inclut personne.h parce qu'il en dépend. Lui aussi dérive de façon publique de ces personnes. Et lui aussi doit spécifier seulement ce qui est propre à l'enseignant, sans répéter ce qui est dérivé de personne. Donc, on met ça là. Et ensuite, dans le main, comment ça fonctionne? Le main peut utiliser toutes les classes dans l'exemple qu'on a là. Donc, j'ai mis tous les points H là-dedans. Il se déclare, par exemple, un étudiant. Et là, lorsqu'il se déclare un étudiant, il l'appelle Paul. Au constructeur, il va lui passer son âge et sa note. Donc, l'étudiant a une seule note. Là. Disons qu'on simplifie ça beaucoup pour l'exemple. Et Paul peut étudier, donc on demande à Paul d'étudier. On peut aussi afficher la note de Paul en allant chercher son getNote. On lui demande de se déplacer. On lui demande d'afficher son âge. Donc, dans tout ça, remarquez, Paul est un étudiant. Il a effectivement la fonction étudier et la fonction getNote qui font partie de l'étudiant. Mais se déplacer et getAge, ça vient de la personne. Quand on va voir dans étudiant.h, on ne voit pas se déplacer ni getAge. Ils ne sont pas dans l'étudiant, ils sont dans la personne. Et donc, l'étudiant les reçoit par héritage et elles sont utilisables comme si de rien n'était. L'enseignant, c'est la même chose. On se déclare l'enseignant Johan. Et là, on voit que l'exemple date un peu, c'est des vieilles données. 35 ans, 15 000 dans le temps que Johan gagnait peu. On peut lui demander donc d'enseigner, d'afficher son salaire. Donc ça, c'est propre à l'enseignant. Mais on peut aussi lui demander de se déplacer et d'aller chercher son âge qui viennent de ces personnes. Et si on exécute le tout, on voit que tout fonctionne très bien. Lorsque Paul étudie, il nous dit qu'il apprend. On affiche sa note de 85. On lui demande de se déplacer. Il dit qu'il bouge. Et on lui demande son âge, c'est 19. Donc ça marche. L'enseignant peut enseigner. Il nous dit, vous voyez, c'est simple, affiche son salaire, se déplace, écrit lui aussi « je bouge » et affiche son âge, 35, c'est le bon âge, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de problème là. On peut utiliser tout ce qui est à l'intérieur de la personne à partir de l'étudiant et de l'enseignant parce que l'étudiant et l'enseignant les reçoivent en héritage. L'include de personne.h que j'ai mis là, je pourrais l'enlever puis ça fonctionnerait quand même, étant donné que je n'utilise pas directement la personne. C'est seulement l'étudiant et l'enseignant. En le mettant là, je pourrais me donner la possibilité de déclarer une personne qui ne serait ni un enseignant ni un étudiant. Ça reste toujours possible. La classe de base, on peut s'en servir toute seule comme ça et ça fonctionne, bien que ce n'est pas ce que je fais dans cet exemple-là. Donc voilà, ça marche et il n'y a pas de problème avec ça. La chose qu'il faut savoir ensuite, c'est que vous connaissez déjà les modificateurs d'accès public et privé qu'on a utilisé plusieurs fois. Maintenant, on va en mentionner un nouveau qui sera le modificateur Protected ou protégé. Les membres protégés, on en avait parlé vaguement quand on a fait l'introduction, puis je vous disais, on en reparlera quand ça sera le temps, quand on arrivera à l'héritage, c'est là le temps. On sait que les membres publics sont utilisables par n'importe quelle fonction.
dans le main, dans la classe. Les membres privés sont utilisables uniquement dans les fonctions qui sont membres de la classe et pas à partir du main qui utilise l'objet. Les membres protégés, c'est comme un mélange des deux, dans le principe de on garde ça dans la famille. Les fonctions qui sont membres de la classe peuvent utiliser évidemment les membres protégés, mais les fonctions qui sont dans une classe dérivée peuvent également utiliser les membres protégés. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans mon code qui est ici, par exemple, si je m'en vais dans l'étudiant, l'étudiant, lui, n'a pas accès à l'âge. Même s'il le reçoit en héritage, il n'y a pas accès parce que l'âge de la personne est privé. Par défaut, il est privé. Donc, l'étudiant ne peut pas, par exemple, si je décide d'aller dans ma fonction étudier, supposons, je vais aller dans la fonction étudier, j'essaie d'accéder à l'âge. Pour le fun. Donc, j'écris getAge. Ça va marcher. Parce que getAge, c'est public. Pas de problème avec ça. On va me laisser le faire. Par contre, si j'essaie de... Bon, je vais vous montrer le résultat. Donc, lorsque il étudie, il nous donne son âge. Ça marche. Si j'essaie, par contre, d'exécuter directement, d'accéder directement à l'âge, underscore, là, rendu là, ça ne fonctionne plus. Déjà, ça ne compile pas. Il va me dire le membre est inaccessible. Donc, ça, c'est la chose dont il faut se rappeler. L'âge, on le reçoit en héritage, mais ça ne veut pas dire qu'on y a accès. Comme il est privé à la personne, l'étudiant n'y a pas accès. Parce que c'est privé. C'est uniquement accessible à l'intérieur de la personne. Même pour l'étudiant, s'il a besoin de son âge, il va avoir besoin de passer par getAge. getAge est public, donc pas de problème, on peut l'utiliser partout. Si on voulait que l'âge soit accessible aux classes dérivées, on pourrait le mettre protected. Donc, protected, ça veut dire c'est utilisable dans la classe, dans ses classes enfants, donc dans toutes les générations qui suivront, mais pas à l'extérieur, seulement dans la famille. Donc, si je le mets ici protégé, ça veut dire que quand je retourne dans mon CPP, là, tout à coup, là, j'ai accès directement à l'âge. Et ça fonctionne sans problème parce que je le reçois en héritage et en plus, j'y ai accès parce que je suis un enfant de la personne et que l'âge est protégé dans la personne. Vous voyez, ça s'affiche très bien, sans problème. Par contre, si je vais dans le main et j'essaie de faire Paul.âge, peu importe ce que je fais avec ça, on va tout compléter ça. Paul.âge, ça ne fonctionne pas. Là, il va me dire le membre est inaccessible. À partir du main, il n'est toujours pas utilisable. Parce que là, je ne suis pas ni dans l'étudiant, ni dans la personne, je suis à l'extérieur et donc il n'est pas accessible pour moi. Donc, il devient accessible à toute la lignée, mais pas de l'extérieur. Donc, c'est comme s'il était encore privé pour le main, mais par contre, il est accessible pour tous les enfants de la personne parce que je l'ai mis protégé. Donc, c'est le troisième modificateur d'accès qu'on va voir dans ce cours-ci, Protected. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les constructeurs et les destructeurs? Lorsqu'on construit et qu'on détruit des objets dérivés, on va construire et détruire aussi la classe parent à l'intérieur. Et ça, on peut s'en rendre compte simplement en allant dans tous nos constructeurs et en leur demandant d'écrire quelque chose. Et hop, par la magie du montage, j'ai ajouté les cout dans tous les constructeurs et tous les destructeurs. Lorsque j'exécute mon main, maintenant, voyez ce qui se passe. Je déclare un étudiant qui s'appelle Paul. Voyez ce qui arrive. Le constructeur de la personne est appelé et ensuite le constructeur de l'étudiant est appelé. Là, on se sert de Paul. Lorsqu'on déclare l'enseignant Johan, le constructeur de la personne est appelé et l'enseignant est appelé ensuite. Et lorsqu'on a terminé, bien nécessairement, on détruit tout dans l'ordre inverse qu'on l'a créé. Donc, on va détruire l'enseignant, puis détruire la personne à l'intérieur, et ensuite détruire l'étudiant, et détruire la personne à l'intérieur. Parce que oui, il y a une personne à l'intérieur de chaque enseignant. Rappelez-vous de ça. Ça marche aussi à l'intérieur de chaque étudiant. C'est comme ça réellement que ça fonctionne. Comment l'étudiant accède-t-il aux données membres qui sont données en héritage par la personne? Bien, c'est qu'il y a une personne à l'intérieur de lui. Il y a un objet personne qui est créé d'abord lorsqu'on crée un étudiant et il y a un objet étudiant qui est créé ensuite autour.
contenant cette personne-là et c'est comme ça qu'il a accès à tout ce qui vient de personne. Donc, c'est la règle qu'il faut se rappeler. Lorsqu'on construit une classe, un objet d'une classe dérivée, il y a un objet de la classe parent qui est toujours construit d'abord. Et lorsqu'on les détruit, c'est le contraire. Comme d'habitude, tout est toujours détruit à l'envers par rapport à comment ça a été créé. Donc, ça fonctionne toujours comme ça. Et il y a une petite personne à l'intérieur de chaque étudiant et de chaque enseignant. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Comment on fait au niveau de nos constructeurs lorsque on reçoit, par exemple, l'enseignant, son constructeur, reçoit un âge et un salaire? L'âge est propre à la personne. Donc, la personne, si son âge est privé, comme il l'était tout à l'heure, comment l'enseignant peut-il setter son âge? On voit que la personne ici n'a pas créé de set âge. Donc, c'est volontaire dans l'exemple. L'âge est privé. Je peux utiliser getAge pour y accéder en lecture, mais je ne peux pas y accéder en écriture. Je n'ai pas de set âge et je n'ai pas accès à l'âge. Si je m'en vais dans l'enseignant ici, puis que dans son constructeur, j'essaie d'accéder, par exemple, en faisant âge égale à âge, ça ne fonctionnera pas parce que c'est inaccessible. Donc, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je puisse accéder au constructeur de la personne. Parce que la personne, elle en a un constructeur qui accepte l'âge en paramètre et lorsqu'elle le reçoit, elle valide que l'âge est non négatif et elle peut setter son propre âge elle-même à l'interne. Donc, le constructeur de la personne, évidemment, a accès à l'âge parce qu'il fait partie de la personne. Donc, il a accès à ses attributs. Mais l'enseignant, lui, comment va-t-il faire? Il faudrait qu'il puisse choisir, je veux appeler le constructeur de la personne. Et ça va se faire quand? Bien, ça va se faire au préconstructeur. Vous vous rappelez du préconstructeur, on l'a fait, on l'a utilisé dans la composition. C'est la même chose en l'héritage. Au moment où on va construire un enseignant, avant d'entrer dans le constructeur de l'enseignant, la première chose qui va se passer automatiquement, on vient de le voir, il y a une personne qui va être construite. Donc, au préconstructeur, c'est le bon moment de lui dire voici ce que je passe au constructeur de la personne, construis-la comme ça avant d'entrer dans le constructeur de l'enseignant pour construire l'enseignant qui va aller autour. Et donc, on va utiliser avec 2 points le préconstructeur. La différence entre la composition et l'héritage, et là, il faut se rappeler de ça, c'est que dans l'héritage, la personne qui est construite à l'intérieur de l'enseignant, elle n'est pas un attribut de l'enseignant. Donc, elle n'a pas de nom. Ce n'est pas un attribut comme le moteur dans l'auto. C'est une personne interne qui se fait automatiquement parce que l'enseignant est une personne. Ce n'est pas la même chose. Comme il n'y a pas d'attribut, on va utiliser le nom de la classe dans une notation d'héritage pour le préconstructeur. Donc, on lui dit construite à ces personnes comme ça. En prenant l'âge que moi j'ai reçu, le constructeur de l'enseignant, je te le repasse à toi, constructeur de la personne. Et ensuite, le constructeur de la personne, lui, va le recevoir et lui va le valider et va l'affecter à son attribut. Ensuite, une fois que ça c'est fait, la personne est construite, bien là, le constructeur de l'enseignant peut s'exécuter. Il va afficher constructeur de l'enseignant, et là, il va s'occuper, lui, du salaire, qui est l'attribut qui le concerne. L'âge, il renvoie ça à son parent. Et c'est toujours comme ça qu'on va faire les constructeurs d'une classe dérivée. Ils vont recevoir un ensemble d'attributs, tous les attributs de l'enseignant, mais il y en a une partie là-dedans qui sont réellement à son parent, la personne. Il va retourner ça à son parent et il va s'occuper juste de ce qui le concerne lui-même. Et si le parent a lui-même un parent, parce qu'on a une relation d'héritage en cascade comme ça, bien, le parent reçoit un ensemble d'attributs, il en envoie une partie à son parent à lui, puis il s'occupe de ce qui le concerne. Et le grand-parent, lui, va gérer le reste. Donc, c'est toute une chaîne où chacun envoie à son parent ce qui le concerne lui. Pour l'étudiant, c'est la même chose. Il reçoit un âge et une note. L'âge, ce n'est pas pour lui, c'est pour le constructeur de la personne. La note, c'est ce qui le concerne à lui. Donc, voilà comment ça va fonctionner au niveau des constructeurs et des destructeurs. Maintenant, regardez le beau petit graphique que vous avez là dans le PowerPoint. On voit un peu comment ça fonctionne. Si on a l'objet Johan, qui est un enseignant tel qu'on l'a déclaré ici, Johan contient en fait à l'intérieur de lui une C personne puis un C enseignant. À l'intérieur de chacun de ces objets-là, qui n'ont pas de nom, qui sont simplement une personne puis un enseignant, il y a une section privée, protégée et publique. Donc, l'âge est privé, le guettage et se déplacer sont publics dans la personne, il n'y a rien de protégé.
Évidemment, à l'intérieur de la personne, tout a accès à tout. Donc, on peut être dans une méthode comme guettage, on peut accéder à ce qui est protégé, on peut accéder à ce qui est public. Ça ne change pas, c'est comme d'habitude. De l'extérieur, on peut atteindre ce qui est public. Ensuite, dans l'enseignant qui est à l'intérieur de Johan, aussi on a une section privée, protégée, publique avec les mêmes accès internes possibles et un accès externe à ce qui est public. Mais en plus, ce qui fait partie de l'enseignant a accès à la section publique et à la section protégée de la personne. Donc, quand on a déplacé tout à l'heure dans mon exemple l'âge dans la section protégée, ce que ça faisait, c'est que de l'extérieur, on n'y avait toujours pas accès parce qu'on entrait ici. Et de l'intérieur, là, on pouvait y entrer. Mais quand il est privé, on ne peut pas accéder par l'enseignant, on ne peut pas atteindre l'âge qui est privé, on peut seulement atteindre guettage de la personne qui, elle, va s'occuper d'accéder à l'âge. Donc, assurez-vous que vous comprenez bien ce petit graphique-là. Je ne l'expliquerai pas plus longtemps. Si vous avez eu de la misère à suivre, reculez, réécoutez-le. Et voilà. Donc, maintenant, vous allez être prêt à faire l'exercice qui va vous faire travailler avec des mammifères, des primates et des humains. Donc, avec une relation en cascade d'héritage.